Moi, je dois vous parler des gueltas dans le Hogar et dans le Tassili, mais en fait, il n'y a que deux gueltas qui sont dans le Hogar et qui sont inscrites dans le site Ramsar. Alors, il faut dire que cette étude a été faite dans le cadre de la préservation de la biodiversité dans les parcs culturels. Je dis bien les parcs culturels, ce n'est pas les réserves, les parcs culturels sous l'égide du ministère de la Culture. Et alors, nous avons, moi-même pour la flore et les habitats, Mederbel pour tout ce qui est cartographie et Feu Chalabi Bouzi pour tout ce qui est de la faune. D'abord, il faudra qu'on définisse, parce que les gueltas, ce n'est pas tout le monde qui connaît le mot, mais c'est un mot arabe, et le pluriel, vous l'avez, c'est gueltat, qui correspond simplement à une dépression, une cuvette où l'eau peut s'accumuler à la faveur d'une crue, vous allez voir, ou bien par l'alimentation de tout le phénomène qui est l'inféroflux qu'on retrouve dans le Sahara ou des résurgences naturelles. Alors pour la dynamique et la géomorphologie, il faut dire que toute la genèse de ces gueltas s'est faite pendant les interpluviaux et les pluviaux de tout le quaternaire, et sous les actions évidemment bioclimatiques et biocénotiques qui a donné le façonnage actuel. Alors soit on peut avoir des plans d'eau, soit on peut avoir des réservoirs temporaires, comme la photo qui est à ma gauche. À ma gauche, oui. Ou bien des réservoirs permanents que l'on peut avoir tout le temps. Ou bien le façonnage qui a été fait, ce sont ces marmites géantes que l'on peut retrouver de manière successive le long d'un loued, puisque la guelta est de genèse liée à l'oued. Alors donc la définition reprise sur Wikipédia considère que la guelta appartient à l'ensemble de zones humides, le thème de ce colloque, des milieux désertiques comme les chotes, la daya, la sebra. Alors on s'arrête un moment, simplement, si maintenant vous avez vu comment s'est fait une guelta, il faudra maintenant que je vous dise un mot sur la daya. La daya, ce sont des dépressions dans les bioclimats arides et semi-arides, de genèse aussi liée au quaternaire, de géomorphologie particulière, puisque ce sont des cuvettes, mais des cuvettes non salées, et qui comportent notamment une de mes communications lors d'un colloque, ce sont les dayas, où nous avons encore une végétation arborescente. Le shot et la sebra, mon collègue et ami Kabesh en a parlé tout à l'heure, sauf que la sebra peut être une grande étendue salée. Elle peut être planicière, elle peut être courbe, et elle est halophyte, c'est-à-dire elle est chargée de sel, et les efflorescences salines peuvent remonter à tout moment. Contrairement au shot, qui lui est singularisé par des ceintures de végétation en fonction évidemment du degré de salinité. Alors les gueltas pour lesquels je vais en parler se situent dans un grand massif qu'on appelle le massif de l'Assakor. Alors ce massif de l'Assakor, si vous voulez le situer, c'est Tamanrasset en allant vers une grande ville qui s'appelle Idlis. Sur le tracé bleu qu'on a appelé les mégatransects, qu'on appelle les mégatransects, nous avons deux gueltas, la guelta afilaire et la guelta Issakarasen, qui sont les deux inscrites sur les sites Ramsar depuis 2006. Alors, en termes d'habitat, pas d'unité de végétation, pas de phytocénotique de la guelta elle-même. Celles qui sont franchement encaissées dans les oueds sahariens peuvent appartenir à une alliance qui a été décrite lors du colloque de 2010 à Brest. L'ambiance phytocénotique est plutôt un ruisseau multitum des Lavenduletea antinéés décrit par Kayser. Par contre, celle qui, comme un plan d'eau dans ce cas, si on regarde très bien, c'est plutôt dans les Nerio Tamaricetea, puisqu'elles terminent toujours par une ceinture de végétation dominée par Nerium oleander.
Alors, ce sont, pour le moment, je vous dis, je n'ai pas fait de relevé exhaustif pour en parler, ce sont franchement des groupements aquatiques. Et peut-être que les quelques espèces qui sont citées ici, Potamogeton, Caragymnophila, peuvent vous en persuader. Alors, quant à la Gelta isacaracène, qui, à mon avis, je suis toujours dans la filelle, ou je suis revenu en arrière. Oui. Alors, nous avons travaillé sous une forme pas phytocénotique, en respectant évidemment les individus d'association, mais nous avons introduit une notion, parce qu'il faut, derrière, il y a des gestionnaires, nous avons introduit une notion de transect parcellaire. C'est quoi ce transect parcellaire? C'est d'aller tout droit dans une direction comme l'indique, comme son nom l'indique, mais aussi de chaque fois qu'il y a une variation microtopographique, floristique, nous nous arrêtons et nous faisons un relevé. Alors voilà un petit peu pour ces deux diapositives, le groupement végétal et le relevé floristique, où nous rajoutons l'état phénologique et la vigueur, parce que c'est un suivi. Et je rappelle que l'étude de ces habitats sont en fait en amont de quelque chose qui doit servir 3 espèces de mammifères, la gazelle, le mouflon d'or et le guépard. Le mouflon à manchette et le guépard. Alors, et on doit continuer parce que l'habitat lui-même se continue le long de l'oued et on a des petites geltas qui ont cette succession et nous donnons évidemment les types de végétation qui sont avec des relevés floristiques, même si ici vous n'avez pas les notations d'abondance-dominance. Alors aussi en aval et en amont, nous faisons sur le même principe. Et vous voyez les groupements qui apparaissent, hein, un groupement dominé par Nerium oleander, et plus on va loin, plus la végétation disparaît, et vous comprenez bien sûr pourquoi, puisqu'il n'y a plus d'alimentation véritablement en eau. Et les espèces et le relevé qui accompagnent avec quelques indications. Sinon, on fait un récapitulatif, et vous voyez ce récapitulatif, c'est pour la gestion par les ingénieurs du parc de la Hagar, du Hogar. On donne la localisation et la structure phytocénotique, les altitudes, le recouvrement, le nombre de taxons et un peu les observations qui sont faites à ce moment-là. Et ces mêmes observations vont être reprises, amendées ou corrigées à chaque exécution sur le terrain. De la même façon, pour la partie amont, vous avez l'altitude, le recouvrement, le nombre de taxons et les observations qui peuvent être faites. La Gelta isacaracène, alors cette diapositive, c'est aussi pour vous montrer ce niveau d'eau qui est monté et tous les détritus qu'il y a dessus, c'est-à-dire que nous étions passés juste après la crue. Alors, localisation, voilà encore une diapo qui vous montre cette inondation ou cet apport d'eau lors d'une crue. Et voilà la situation, évidemment, géographique et quelques indications. Toujours le principe, c'est le transect, puisque vous avez vu les points 1, 2, 3 et 4 qui représentent chacun des transects. Et ces transects sont faits, comme vous le voyez ici, avec chacune des phytocénoses qui apparaissent. Et je pense que nous étions dans le respect de l'individu d'association comme il est indiqué. Alors aussi, voilà tous les transects qui peuvent être faits. Et bien sûr, la falaise, dans le cas de cette Gelta, fait partie de l'inventaire floristique avec les quelques espèces que l'on peut rencontrer. Et on continue comme ceci, en aval de la Gelta, et on fait un tableau qui récapitule en fonction de l'altitude, les recouvrements, les observations et les espèces dominantes. Ce que vous voyez là, c'est la Gelta
proprement dite. Puis, quand on continue, l'Oued il continue à s'encaisser. L'Oued, c'est la rivière, hein, je pense que... l'Oued commence à s'encaisser et vous avez ces cuvettes temporaires ou ces dépressions qui peuvent avoir de l'eau temporairement ou en permanence. Alors, concernant la biodiversité, l'habitat et les impacts, je dirais simplement que les gueltas, comme zone humide, et particulièrement dans ces territoires, sont des biotopes remarquables. Remarquables parce qu'il y a de l'eau. Ils sont aussi protégés des vents. Donc, pour toute la faune, mammifère ou autre, elle a un repère et un refuge. Les conditions microclimatiques très favorables, donc la présence de l'eau, refuge pour la flore et pour la faune. Il y a un certain endémisme que nous avons noté dans le rapport, et cet endémisme, il est presque insulaire. Originalité et spécificité biocénotique, si on prend tout le reste. Et bien sûr, pour nous, c'est un domaine de recherche, la flore, la faune, la phytosociologie, la phytocorologie. Et si vous arrivez un jour au niveau d'une guelta, vous voyez ces oiseaux, je n'ai pas le nom en tête, je l'ai cherché, mais ils ont un nom qui veut dire bruit, hein, quelque chose comme ça. Quand ils se posent tout autour d'une guelta et quand ils prennent leur envol, on a l'impression que c'est une rafale de mitraillettes, notamment. Sinon, vous avez dans les milieux humides tous ces oiseaux, cette avifaune qui vient se réfugier. Et bien sûr, la faune locale, ici c'est la gazelle, que vous voyez, je pense qu'elle apparaît. Nous n'avons jamais pu avoir une photo du mouflon à manchette, ni du guépard, hélas. On a plein d'empreintes, mais on n'a jamais vu l'individu lui-même. Alors, c'est aussi un territoire, bien sûr, qui est occupé par des habitants, et donc il y a la population nomade avec le cheptel, les caprins, et c'est le lieu où peuvent s'abreuvoir quand ils font la traversée ou quand ils nomadisent simplement. Bien sûr, il y a le tourisme, et je pense que cette diapositive, vous l'avez vue tout à l'heure, Kabesh a présenté la même, mais là, c'est un peu l'impact du tourisme dans ces régions, puisque voir une guelta et quand tout autour, vous n'avez que de la rocaille, c'est certainement très intéressant. Et alors, l'image classique du touriste. Hein. Mais il y a des endroits que personne ne voit. Seuls ceux qui transitent, les nomades qui passent, qui peuvent se réfugier, passer la nuit, abreuvoir, se reposer et reprendre le lendemain le chemin, et avec évidemment toute cette flore assez particulière que l'on retrouve sur les parois rocheuses. Je termine par cette photo. On peut rester, on est les derniers. Je termine par cette photo parce que vous avez dû voir sur le programme le paléolac de Tihudayin pour vous le présenter simplement, et j'espère que nous aurons l'occasion de faire un colloque passé, futur, présent et futur des zones humides. Simplement pour vous dire que cette structure, vous avez à ma gauche ce qu'on appelle un tassili, hein, c'est ce plateau rocailleux qui a une certaine altitude. Vous avez au fond une ride de montagne sur laquelle vient se plaquer le sable. Et entre les deux, vous avez évidemment cette grande cuvette qui est de l'acacio-panission, puisque vous avez les acacias, et la végétation en ocre, c'est Aristida penchens, hein, c'est ce qu'on appelle le drine. Alors, j'avais invité un collègue géomorphologue, paléontologue, pour qu'on fasse une communication, parce qu'en creusant juste un petit peu, il y avait des sortes de coquillages, hein, des dessins, des formes de coquillages, et à mon avis, je lui ai mis la puce à l'oreille, il m'a dit oui, et je voulais avoir ces matériaux, et avec les relevés qui sont ici pour vous faire une communication, mais simplement je vous présente la photo et je vous remercie.
Merci pour cette présentation très intéressante. J'ai une question toute simple. En moyenne, ça fait quelle taille une guelta? En moyenne? Oui. Alors, en fait, ça dépend de la crue. Ça dépend de la crue, mais les bassins temporaires, qui peuvent être temporaires ou en permanent, eux, ils peuvent avoir 5 mètres au plus. Mais la daya, ou alors quand c'est une cuvette au niveau des Tassili, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une cara qui était très très profonde. Celle-là, elle peut avoir 1 à 2 mètres au maximum. Mais sinon, elle peut, alors il faut dire une chose, c'est que c'est dynamique. Quand elle est au niveau de l'oued peut creuser et constituer une guerta. Mais l'oued aussi peut ramener des éléments grossiers, remplir la daya, elle s'évalue. On retrouve celles qui sont plutôt dans la roche, dans la rocaille, qui pèsent. C'est dans les 5 à la 5 que le chameau s'est noyé, d'après vous? Juste une précision pour la première diapositive de présentation du titre, c'est une oasis. On ne nous a pas laissé travailler dans l'oasis, mais on a pu faire des photos. C'est l'oasis d'Ihrir, qui elle, il l'appelle Gelta. En même temps, c'est un oued. Mais il y a des bords qui délimitent quelque part un cours d'eau. Moi, c'est beaucoup plus pour la précision de la chose, comme il a dit lui. Je pense que les Algériens connaissent très bien cette expression, comme il a dit lui. Et pour les Daya, pour Ansar, c'est une zone humide. Je ne fais pas de commande. Mais pour un phytosociologue, la végétation fait partie des KCTA ici, qui n'ont rien à voir avec les potentialités des zones humides. Voilà ce que je voulais dire, c'est par précision. Merci. Merci. C'est vrai, c'est une grande discussion qu'on peut. Parce que les Daya, on les a rangés dans le sillon macro-télé avec une association Azizifus et Pistachia Atlantica. C'est pas moi qui les ai arrangés, donc c'est pas littérature. C'est pas capé. Non, nous on les a essayé de leur donner un nom. Oui, c'est vrai, mais en termes de les inféodier à quelque chose, c'est pas. On peut pas, il a raison, on ne peut pas les mettre comme son limite. Mais c'est l'éternel conflit entre les administrateurs et les gestionnaires qui veulent avoir des sous, qui veulent avoir des financements. Et voilà, donc c'est une zone humide parce qu'on y voit un oiseau d'eau, parce qu'il y a un peu d'eau qui flotte à la surface en hiver. Mais sur le plan écosystème, les Daya ne sont pas réellement de zone humide. Je suis d'accord. J'ai oublié la définition, mais je suis d'accord. J'avais fait mon premier mémoire sur les Daya. Tu vois, tu es le mieux placé pour dire que ça. Contrairement au shot, qui lui peut être classé, comme on le voit, comme zone humide à part entière. Oui. C'est revenir à l'importance de la phytosociologie pour la description des habitats, des milieux, et pour la définition des choses. La précision.